Merci. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Et alors, bonjour ou plutôt bonsoir à tous. À défaut de pouvoir se voir en personne, comme on dit en anglais, ceci est the next best thing. Et en tout cas, c'est notre option pour l'instant. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'Agnes Pockels, qui est une femme de science très peu connue, sauf dans certains cercles, et qui a eu une contribution fondamentale en observant l'eau de vaisselle. Et de cette façon, elle a fondé ce qu'on appelle la science des surfaces. Et elle l'a fait dans sa cuisine. Alors, après avoir présenté une femme de science ainsi, on a tout de suite l'écueil qui est de la représenter effectivement dans sa cuisine en train de faire la vaisselle et de faire de la science à partir de ses tâches domestiques. En réalité, voilà comment Sophie Pockels était à l'âge de 20 ans, plus ou moins, lorsqu'elle a fait ses premières observations. Et ça, c'est le portrait qui a été dessiné par une de ses cousines, qui a été peinte de ses cousines. Et vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une personne de la bonne société qui très certainement avait plusieurs domestiques qui faisaient effectivement la vaisselle. Et cela nous mène alors à la question, comment représentons-nous et comment abordons-nous la question des femmes en sciences et comment éviter aussi l'écueil de vouloir calquer des dichotomies ou bien des représentations qui sont en fait de notre siècle. Alors, pendant cette présentation, il y a deux niveaux. Vous suivez ce que vous voulez. De toute façon, on est dans un pays libre. Mais il y a deux niveaux. Donc, il y a effectivement la narration des faits historiques tels qu'on peut les reconstituer. Et puis, il y a un niveau d'analyse auquel je vous convie également en fonction de cette représentation des femmes en sciences. Tout d'abord, en tant qu'historien, la question qui se pose toujours est celle des sources. J'ai un écho, c'est bizarre. Et ces sources ne sont malheureusement pas dans le cas de Agnes Pockels, elles ne sont pas très nombreuses. Elles émanent de deux personnes qui sont vraiment des contemporains de Agnes Pockels, à savoir Elisabeth Pockels, sa belle-sœur, et Wilhelm Ostwald, le fils du célèbre chimiste Wilhelm Ostwald, pardon, c'est Wolfgang Ostwald, le fils du célèbre Wilhelm Ostwald, qui, vous le verrez, est intervenu plutôt à la fin de sa vie. Ce qu'on a aussi de Agnes Pockels elle-même, c'est très peu d'archives. Souvent, les hommes de science importants laissent des archives, ou en tout cas, on les recueille. Et ça, c'est aussi un aspect des femmes en sciences, c'est qu'on sait peu de choses parce qu'elles n'ont pas nécessairement eu une école, elles n'ont pas eu nécessairement des étudiants. Et alors, la trace finit par se perdre si la famille n'y prête pas attention. Elle a elle-même partagé ses souvenirs à la fin de sa vie, vous verrez dans quelles circonstances. Et dans les très peu d'archives que nous avons, il y a ce petit carnet rempli de son écriture allemande gothique, puisque c'était comme ça qu'on écrivait à l'époque en Allemagne au XIXe siècle, qui ne forment pas vraiment un carnet intime, où on noterait au jour le jour ce qui se passe. Donc, il s'agit vraiment ici d'un résumé des moments importants de sa vie que je soupçonne avoir été écrit effectivement à la fin de sa vie pour remplir les demandes de ceux qui voulaient présenter une biographie. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a deux pistes ici. Il y a la famille et la communauté scientifique. En haut, sur l'écran, vous voyez une lettre écrite par Ostwald à Elisabeth Pockels au moment où Agnès est décédée pour demander des précisions.
Agnes Wilhelmine Pockels, Louise Pockels, naît en 1862 et elle meurt en 1935. Le contexte familial est important, non pas seulement pour la postérité, mais aussi pour sa formation. Son père est un militaire, comme vous voyez, avec une très belle barbe imposante, un militaire stationné du côté de Venise. Il souffre d'ailleurs de malaria pendant toute sa vie et à cause de la malaria, lui et son épouse ont la possibilité de prendre une retraite avancée et il retourne dans sa ville natale, Brunswick. 3 ans après la naissance de Agnes, naît Friedrich Karl Alvin Pockels, qui mourra avant sa sœur et qui lui fera une carrière de professeur de chimie à Heidelberg. C'est donc une famille ancrée en Allemagne du Nord. C'est une famille de très bonne bourgeoisie où figurent des lettrés, des pasteurs, des théologiens, des fonctionnaires, des pharmaciens, des militaires. Et dans cette famille, les femmes et les filles sont éduquées. Donc, ça veut dire qu'elles ne savent pas seulement lire et écrire, mais comme vous l'avez vu, elles peuvent peindre et elles peuvent même s'intéresser aux sciences, comme le montre le cas de Agnès. Voici la maison des Pockels, qui malheureusement a brûlé lors des bombardements en 1944, ce qui explique la perte de la majorité des archives familiales. Agnès reçoit une éducation, comme je vous dis, de très bonne, une très bonne éducation. Elle va à une école pour jeunes filles. Elle est passionnée par les sciences qu'elle aborde dans les 2 dernières années, même si c'est après coup, selon son jugement, un enseignement extrêmement superficiel. Elle n'a pas accès à l'enseignement supérieur, mais elle, vous verrez, elle a un accès via la sociabilité de son statut. Elle a accès à certains savants. Elle aura aussi accès à ces savants via son frère qui démarre des études universitaires à Göttingen en 1883. Et donc, en plus de son parcours d'autodidacte, elle bénéficiera de ce contact privilégié avec son frère ou à travers son frère pour se nourrir et progresser en sciences. Elle s'abonne de surcroît à un journal qui est un journal généraliste dans lequel figurent des publications originales, mais surtout qui est une sorte de digest de toutes les publications importantes en sciences, y compris des traductions de publications qui ont paru à Paris, à Londres, etc. Et bien sûr, dans son éducation, elle est préparée à devenir une maîtresse de maison. Sur le côté, vous voyez le physicien Weber dans ces dernières années, à qui elle a été présentée quand Friedrich a été faire ses études à Göttingen. Et en bas, Woldemar Voigt, qui est l'homme qui, en 1893, lui a proposé de venir travailler dans son laboratoire ou d'avoir un espace dans son laboratoire pour y poursuivre ses recherches. Alors même que les femmes, comme je vous le disais, n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur. Sa curiosité scientifique est éveillée en observant les films qui se forment à la surface de l'eau sale, l'eau de vaisselle ou l'eau de lessive. Ici, figurez-vous que j'ai eu toutes les peines du monde à trouver une image d'eau de vaisselle, parce que quand on Google eau de vaisselle, on a automatiquement un lave-vaisselle sale. Donc, c'était assez intéressant comme expérience anthropologique. Et donc, ce sont essentiellement des phénomènes de tension superficielle. Tout le monde a déjà fait l'expérience de, sur une eau sale, déposer une petite goutte de détergent qui automatiquement diffuse. Ces observations, elles les commencent dès 1880-81, donc vraiment très tôt dans sa vie,
et bien avant que son frère ne commence des études de sciences, ça c'est important. Et puis commencent 10 années de réflexion et d'expérimentation en solitaire. Il se fait que c'est un sujet qui est abordé par d'autres. Elle ne le sait pas encore. Et c'est un sujet abordé par le baron Rayleigh, Lord Rayleigh, qui, on le verra, a des approches très, très similaires, encouragé par son frère. Là, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est la façon dont elle relate l'histoire, mais on peut se demander dans quelle mesure, vu son esprit d'indépendance, elle n'avait pas décidé d'écrire elle-même à Rayleigh. Elle écrit à Lord Rayleigh une lettre en allemand et Lord Rayleigh commence à correspondre avec Agnès. Il reconnaît immédiatement l'originalité de son approche et il lui propose une publication dans Nature, après traduction. Comment ceci est arrivé? Vous avez sur le côté gauche une page de ce fameux Naturwissenschaftliche Rundschau, ce journal généraliste, si je puis dire, dans lequel figure en 1890 un extrait ou une traduction abrégée d'un papier que Lord Rayleigh a publié dans les Proceedings de la Royal Society. Elle lit ce papier, elle se rend compte qu'il travaille sur un sujet très, très similaire. Elle lui écrit à sa résidence, Stirling Place, parce qu'à ce moment-là, Lord Rayleigh n'est pas encore à Cambridge. Et comme vous voyez, elle lui écrit en allemand. Voici un portrait de Lord Rayleigh et ceci n'est pas un portrait de Lord Rayleigh à l'université. Il s'agit de son laboratoire personnel, domestique, donc dans son château, dans son manoir. Et ceci a une importance dans la mesure où la connexion qui se fait ici, c'est entre un espace domestique et un autre espace domestique. Ce qui est encore plus intéressant, me semble-t-il, c'est que Lord Rayleigh travaille avec son épouse. Son épouse est vraiment une compagne, dans le sens aussi compagne de travail dans le laboratoire et dans d'autres affaires publiques, sociales, comme il convient à une lady. Et évidemment, le portrait ici qui la montre à l'orgue semble, comment je veux dire, proposer une lecture très genrée de ce couple. Et c'est vraiment à travers les archives de Lord Rayleigh qu'on voit l'activité du couple dans le laboratoire domestique. Elle est aussi douée en langue et elle participe d'ailleurs à la traduction de la pièce d'Agnès Pockels. Lors de ces échanges de correspondance, Lord Rayleigh s'interroge apparemment subtilement sur la personne qui lui écrit. Et dans sa réponse, parce qu'on a essentiellement les lettres de Agnès Pockels, on n'a plus les lettres de Lord Rayleigh puisqu'elles ont disparu. Et donc, on doit reconstituer la conversation en entendant que d'un côté du téléphone, si vous voulez. On comprend à la réponse d'Agnès Pockels qu'il s'est interrogé sur son identité. Et elle répond, oui, je suis en effet une femme. Hausfrau. Je suis non pas femme de ménage, mais maîtresse de maison. Cette publication, qui est vraiment la première reconnaissance et la première apparition d'Agnès Pockels sur la scène de la communauté scientifique, paraît le 12 mars 1891 et elle a au cours des 10 dernières années, mis au point toute une technique d'expérimentation et elle a créé un instrument de mesure qui deviendra en réalité un instrument de référence pour le domaine. Et ce qui est intéressant à constater, c'est qu'il est construit avec des moyens du bord, des moyens domestiques et familiaux. Donc, elle va utiliser des boutons, elle utilise une balance d'apothicaire d'un de ses grands-pères qu'elle a
en fait, qu'on dit cannibalisé dans notre jargon, c'est-à-dire qu'elle l'a démonté pour n'en garder qu'un bras. On voit apparaître de temps en temps une boîte de bouillon Maggi, etc. Néanmoins, ça a l'air comme ça du bricolage, mais elle arrive à une précision grâce à sa méthode et à sa méticulosité. Elle arrive à des mesures extrêmement précises. Et en fait, ce type d'appareil est aussi ce que d'autres comme Lord Rayleigh utilisent. En réalité, Lord Rayleigh va s'inspirer de l'appareillage et de l'instrumentation de Agnes Pockels. Alors, ce que vous voyez ici comme illustration, ce n'est pas du tout l'illustration de ce qu'on appelle la balance de Pockels, de Langmuir, pardon, parce que Pockels n'a laissé que quelques petits dessins d'un crochet, de ceci, de cela, pour quand elle expliquait dans sa correspondance à Lord Rayleigh comment elle travaillait. Ceci est ce qu'on appelle maintenant la balance de Langmuir, qui arrive bien plus tard dans l'histoire et qui, au moment où l'objet devient un instrument scientifique de référence à l'œuvre dans un laboratoire et constitué avec du matériel de laboratoire, prend ce nom et est resitué dans un espace qui n'est plus l'espace domestique. Elle publie au cours de sa vie une quinzaine, je ne vais pas passer à travers, mais c'est juste pour vous montrer qu'elle est assez active, en tout cas dans la première dizaine d'années qui suit cette première publication. Je ne l'ai pas noté ici, mais elle se propose aussi pour faire des traductions scientifiques de l'anglais vers l'allemand. Et la reconnaissance de la communauté scientifique est finalement plutôt tardive. Elle Excusez-moi, là je dois bouger quelque chose. Voilà. En 1931, elle reçoit le prix Laura Leonhardt de la Colloid-Gesellschaft, donc la Société pour la chimie des colloïdes, qui est présidée par Wolfgang Ostwald, dont vous voyez ici le portrait. Et elle reçoit ce prix pour sa méthodologie et le fait qu'elle ait vraiment frayé le chemin pour l'étude quantitative des phénomènes de films de surface. Suit l'année suivante un titre tardif, un autre titre académique tardif. Elle est nommée doctor honoris causa de ce qui est à l'époque l'école supérieure de Braunschweig et qui est maintenant une université. Et vous voyez, c'est une personne de 70 ans qui reçoit ces reconnaissances après plusieurs années d'absence de publication. Quand on donne la liste de tous les lauréats du Leonhard Prize, vous la voyez ici, donc vous avez une liste assez impressionnante. Certains d'entre vous retrouveront des noms éminents, Sigmundi, Hubelot, etc. Mais vous constatez aussi qu'elle est la seule femme et qu'elle est désignée sous ce mot, sous cette expression Hausfrau, telle qu'elle s'est toujours présentée. Dans cette deuxième partie, je voudrais m'interroger et vous invite à vous interroger sur comment se construit la mémoire des sciences. Dans le cas ici d'une femme qui a consacré sa vie à la science, mais qui l'a consacrée dans un cadre domestique. Voici l'annonce de son décès à l'âge de 74 ans. Vous voyez que Frau Elisabeth Pockels, qui est donc la veuve de son frère, qui est déjà décédée depuis plus de 20 ans, et alors sa nièce sont les personnes qui annoncent ce décès. Et pour la construction de la mémoire, je vous invite à réfléchir à plusieurs mythes qui émergent de l'histoire de Agnes Pockels. D'abord, il y a le mythe de la cuisine.
C'est un mythe qui est construit par Elisabeth Pockels elle-même, donc par la belle-sœur, qui a consacré une espèce de double biographie présentant à la fois le frère et la sœur et contrastant les trajectoires scientifiques des deux personnages, en soulignant combien Agnès avait, d'une certaine façon, choisi la meilleure part, dans le sens où Friedrich, effectivement, a une carrière académique, mais souffre toute sa vie, semble-t-il, de ne pas pouvoir mener sa vie comme il l'entend, de ne pas pouvoir choisir ses sujets de recherche ou de ne pas être soutenu dans les recherches qu'il veut favoriser, d'être écrasé par des tâches d'enseignement, d'être écrasé aussi par des tâches d'administration ou de service à la communauté, comme par exemple rédiger des journaux, des extraits pour préparer des digests comme sa sœur lit. Et en contraste, en fait, Agnès, si elle doit effectivement tenir la maison, soigner ses parents avec l'aide domestique, comme je le soulignais précédemment, elle a tout le loisir de progresser au rythme qui lui convient, de publier quand elle en ressent le besoin ou quand elle sent que le travail est mûr, et d'en tirer une satisfaction. Donc, vous savez, ça, c'est le premier mythe de la cuisine. Et puis, alors, évidemment, transposé au XXe siècle, on a cette idée qu'on a déjà démontée au départ de la conversation, à savoir qu'elle n'était pas en train de faire la vaisselle ou la lessive au moment où elle s'est rendue compte du phénomène de film sur l'eau de vaisselle. Le deuxième mythe est que la reconnaissance scientifique arrive de manière décontextualisée. Un des grands arguments quand on s'attaque à la différence de visibilité entre les hommes et les femmes dans les sciences, c'est qu'il suffit de faire des travaux, d'avoir de bonnes publications, de faire des bons travaux et la reconnaissance suivra. C'est évidemment méconnaître le système par lequel ces reconnaissances arrivent et à cet égard, il n'est évidemment pas, ce n'est pas une coïncidence que Agnès Pockels s'est célébrée en 1931 au moment où on parle de Langmuir, Irving Langmuir, celui qui a mis son nom sur l'appareillage qu'elle et d'autres avaient mis au point avant qu'il ne commence à travailler. Donc, juste pour bien vous situer du point de vue chronologique, Irving Langmuir naît au moment où Agnès Pockels commence à observer les phénomènes de surface. Donc, il y a un fameux décalage. Et donc, on parle au moment, dans les années 30, Irving Langmuir devient une espèce de star qui montante et on parle de lui pour recevoir un prix Nobel pour sa contribution à la fondation d'un domaine scientifique, à savoir les sciences des surfaces. Et dès lors, ceci explique pourquoi tout d'un coup, du côté allemand, on réagit et on se dit, tiens, mais au fond, nous avons aussi notre précurseur, qui est en fait une précurseuse ou une précurstrice, je ne sais même pas comment on dit en français, mais qui est donc une femme qui avait bien auparavant commencé, démarré l'histoire de ce domaine. Et comme Lord Rayleigh, lui, a déjà eu un prix Nobel, au fond, c'est comment je veux dire, c'est la façon presque patriotique de revendiquer la science des colloïdes et la science des surfaces pour l'Allemagne. Et enfin, le dernier mythe, c'est le mythe de l'isolement académique. Parce que quand on raconte l'histoire de Agnès, on s'étonne, mon Dieu, elle est toute seule dans sa cuisine, elle est toute seule dans cette ville de province où il n'y a même pas une université, où il n'y a pas une académie. Comment se fait-il que toute seule, elle arrive à développer
une thématique de recherche de manière telle que ses contemporains estiment son travail. Et là, ce mythe, il est articulé en deux, il doit être vu sous deux lentilles, deux focales. C'est d'abord l'idée qu'il n'y a que le travail en solitaire qui finalement explique l'histoire des sciences. Donc, alors on va toujours faire des narrations très linéaires où les choses s'empilent les unes sur les autres et où c'est chaque fois le fait d'un individu souvent barbu et de génie, donc vous voyez ce que je veux dire, mâle, et qui fait avancer et progresser la science. Et alors l'autre mythe sous-jacent, c'est de croire que les réseaux sociaux sont étanches. Et le cas d'Agnès Pockel, c'est justement une excellente démonstration et une excellente déconstruction de ces deux mythes. Dans son carnet des faits importants de sa vie, qu'elle a, et c'est mon hypothèse, rédigé au moment où Wolfgang Oswald lui demande de lui fournir des données biographiques pour célébrer son travail, elle note en 1897 que entre le 20 et le 26 septembre, il y a eu un congrès à Braunschweig des Naturforschungsversammlung et qu'elle a eu la Logierbesuch, ça veut dire que les gens ont été invités dans la maison, à ce moment-là où les parents sont encore là, mais la maison familiale, pour loger. Et il s'agit des professeurs Voigt et Hausler, qui sont tous les deux de Göttingen. Et donc, vous voyez là l'émergence d'un réseau social qui n'a strictement rien à voir, entre guillemets, avec le réseau académique. Et à cette occasion de cette conférence, elle est invitée à participer à la conférence, comme vous allez le voir. Elle y rencontre et elle est présentée à un professeur Quink, dont vous voyez ici la représentation dans son laboratoire. Et s'en est suivi une correspondance et puis plus tard d'autres contacts puisque ce professeur Quink sera à Heidelberg en même temps que son frère. Et cet événement n'est pas du tout, enfin cette superposition des différents réseaux de sociabilité n'est pas du tout une coïncidence. Donc ici vous avez le programme de cette réunion. C'était des réunions d'un type plus, comment dire, orienté vers l'éducation et l'intégration de tous les scientifiques, les médecins et tous ceux qui s'intéressaient aux sciences. Donc c'est un niveau intermédiaire entre le commun des mortels, si je puis dire, et les académies. Et c'est une société créée au début du 19e siècle qui se réunissaient chaque année dans une ville différente, une ville de langue allemande différente, et aussi parfois à Prague, qui n'est pas tout à fait de langue allemande, mais bon. Et ça donnait lieu à des rassemblements où les épouses, les filles, d'autres personnes de l'entourage étaient invitées à voyager. Il y avait même un comité des dames très fort à l'égal de ce qu'on a connu dans les années 60-70, toutes ces conférences où il y avait un programme, Ladies Program pour les femmes. Et vous voyez ici l'illustration, bon, c'est un peu plus tôt, c'est en 1858 à Wiesbaden. Vous voyez donc qu'il y avait des excursions, il y a des balles, il y a des représentations théâtrales, etc., en plus des réunions scientifiques. Et vous voyez les dames dans le coin et vous voyez aussi, et c'est ça qui est important à noter, c'est que dans ce comité des dames, qui, comme il le convient, est chapeauté par des hommes, il y a une certaine Susanne Pockels qui est la femme de l'Oberbürgermeister. Et donc, vous voyez que là, le statut social d'Agnès joue à plein. Et donc, pour terminer, je voudrais insister sur la question qui se pose toujours de comment est-ce qu'on raconte l'histoire des femmes et donc aussi des hommes et comment est-ce qu'on présente ces personnages
d'abord en faisant abstraction de nos réflexes. Donc, quand on lit Hausfrau, il ne s'agit pas de femme de ménage, mais bien de maîtresse de maison, ce qui conférait à Agnès Pockels un statut social qui lui a permis de se tailler une liberté scientifique, aussi de se créer une identité, donc en s'individuant par rapport à la communauté des scientifiques, et donc de faire attention à toutes ces trajectoires qui sont portées par des contextes multiples, pas seulement le contexte scientifique, pas seulement le contexte social ou culturel, mais et tous ces contextes qui se croisent pour donner je dirais la saveur de l'être humain. Et donc, pour clôturer, je préférerais que vous oubliez ou que s'efface l'idée de Agnès Pockels en train de ranger ou de nettoyer dans la cuisine, et que vous gardiez plus en mémoire la jeune fille de bonne famille qui s'est consacrée aux sciences dans une époque où les femmes n'en avaient pas particulièrement de possibilité, mais aussi où les sciences étaient encore à l'œuvre dans l'espace domestique. Je vous remercie.